Bonjour à tous, vidéo un peu particulière aujourd'hui car il s'agira de faire la recension d'un ouvrage, cet ouvrage qui est le Dictionnaire arbitraire, publié aux éditions Aubert-Babel. C'est un livre tout récent et par lequel Alexandra Tricoté, camarade de plume et de combat, avec l'appui bien sûr d'autres camarades, a formé un collectif que l'on peut dire, après analyse et lecture, authentiquement clouscardien. Alors, quiconque a approché un peu le dossier Michel Clouscar sait que sa postérité est problématique, qu'elle fut la victime de nombreuses tentatives de récupération, et j'ai souvenir d'ailleurs, il y a quelques années à peine de cela, lors d'une conférence, Dominique Pagani nous dire que si Clouscar revenait, il ne reconnaîtrait certainement pas ses petits. Eh bien, je crois qu'avec cet ouvrage, avec ce dictionnaire arbitraire, Clouscar pourrait enfin reconnaître ses petits, car derrière la façade prétendument arbitraire de cette réunion épisodique de plumes diverses, les auteurs me semblent reliés les uns aux autres par une profonde rationalité commune. Donc ce petit livre est par conséquent non seulement prometteur, mais je crois utile à la cause marxiste, car voilà qui contribue, avec d'autres bien sûr, à sortir l'œuvre de Michel Clouscar d'une double confusion. Par œuvre, j'entends son héritage. Cette double confusion est premièrement celle dans laquelle l'avait jeté un opportunisme d'extrême droite, dont la plupart de ceux qui en ont été victimes sont tout de même revenus. Et puis deuxièmement, celle des contresens proférés par ceux qui, à gauche, ont vu en Clouscar un adversaire, du simple fait de sa critique du mai 68 estudiantin, ou plutôt d'un certain mai 68 estudiantin, et beaucoup plus précisément libéral-libertaire. Alors, si je parle de Michel Clouscar, c'est parce que le dictionnaire arbitraire se caractérise par un style clouscardien. C'est du moins une proposition que je fais le temps de cette recension. C'est un style qui se caractérise par, je crois, une attention au concept, une exigence théorique, mais aussi une décortication du langage, des mœurs et des us et coutumes de notre civilisation, le tout sous un patronage philosophique clairement hegeliano-marxiste, sans oublier, bien sûr, une grande attention à l'esthétique. On sent des passionnés de littérature, de poésie, mais aussi de caricature, de satire, de musique et de cinéma. Alors, il faut, et même on doit critiquer Michel Clouscar, le dépasser même, mais cela n'est possible qu'en arrêtant d'une part de le traiter comme un penseur de seconde zone, et d'autre part en réunissant les conditions d'un débat entre camarades sur la pensée de cet auteur, qui est riche et ambitieuse, pour un débat qui nous permette de faire un état des lieux et des avancées dans la connaissance entre marxistes, car il est parfois bon d'être, sinon sectaire, capable de se retrouver entre nous lorsque les circonstances l'exigent. Donc la contribution de Clouscar et des clouscardiens est tout à fait importante au sujet de questions comme celle de la consommation, de la société de consommation, mais aussi de la nature, de l'écologie, du rapport du prolétariat au progrès technique, de la relation entre les mœurs et l'infrastructure capitaliste, sans omettre, bien sûr, une attention toute particulière au sujet de l'évolution historique de la psyché étant la subjectivité sentimentale, disons, donc son évolution au cours de l'histoire humaine, et c'est notamment un chantier considérable qui a été abordé dans les traits de code, et sur lequel je ne vais pas revenir immédiatement. Bon, au sujet des auteurs, pour leur rendre hommage, c'est un ouvrage collectif auquel ont participé Isabelle Bautreau, Mehdi Chentouf, Alice Fagard, Michel Fagard, Edmond Janssen, José Magne, Philippe Moreau, Gilles Sourchois, Alexandra Tricoté, Laurent Tricoté et Florian Villain. Donc, bon, sans plus attendre, je vais commencer à vous lire quelques articles de ce dictionnaire arbitraire, afin que vous vous imprégniez un petit peu de l'esprit qui en ressort, et que ça puisse vous
vous donner une idée de l'expérience de lecture que l'on peut faire d'un livre qui tout de même est assez trapu et condensé, mais qui fait 370 pages, 380 pages, 379 pages, voilà. Donc, je vais commencer avec l'article Femmes. Oui, non, je ne les lis pas forcément dans l'ordre alphabétique dans lequel ils sont présentés au lecteur, mais voilà, j'ai fait une liste au fil de ma lecture et de ma relecture pour préparer cette vidéo. Et donc voilà, je vais les lire dans le sens des articles qui m'ont le plus intéressé, frappé ou amusé. Alors commençons avec Femmes. La femme pourvoit à la gratification narcissique, l'inconscient étant structuré comme un marché. Ce n'est ni intelligent, ni juste, ni sérieux, mais cet état de fait ne se combat pas à coups de règles d'orthographe, d'anathèmes ou de lois paritaires. C'est un combat historique et qui dit histoire suppose sens, totalité, processus, ruse. Alors maintenant, nous allons continuer avec un autre extrait qui porte dans la section A sur l'angoisse maternelle. Angoisse maternelle. Forcément énorme. Elle est le refoulé de la réponse à l'accusation infantile « Je n'ai pas demandé à naître », refoulé qui ressort sous forme d'angoisse compacte et fluctuante, se fixant sur divers sujets selon la saison, le contexte historique, etc. Cette réponse est évidemment que personne n'a demandé à naître, d'autant plus que toute naissance conduit, invariablement à plus ou moins long terme, à la mort. À marée haute, l'angoisse maternelle est en mesure de tout recouvrir et même de tout noyer, y compris ses enfants ou ses parents. À marée basse, elle envase un peu les souliers du marcheur qui s'aventure dans ces parages. Personne n'ose parler ouvertement de cette angoisse, ce qui n'empêche qu'elle bruisse en permanence. La psychanalyse en fait toujours une résultante généalogique et donc, en bout de chaîne, un cas individuel pour finir, lorsqu'elle est jugée incontrôlable, par la classer comme pathologique. Cette classification montre que la racine logos est pourtant considérée comme moins importante que celle de génos, cette dernière étant comprise comme ce qui a trait au génétique et non à la gens. Parce qu'elle est combinée au narcissisme encouragé par le marché actuel, son étiage est maximal ces dernières années dans nos pays ultramodernes. Tout ce qui arrive à l'individu étant primordial, la maternité est devenue une expérience avant tout individuelle. Le fait qu'elle soit partagée par des millions de femmes n'intéresse absolument personne. Cette angoisse n'est donc jamais considérée comme un phénomène social, mais toujours comme une composante naturelle liée à la maternité. Toute femelle est angoissée par le sort de ses petits. Dans le fatras survivaliste actuel se développe une culture, ou ce qui en tient lieu, de la maternité naturelle et innée, excluant tout effort de socialisation et donc de sociabilité des enfants et des parents. Seule la mère est autorisée à toucher son enfant, tout contact avec un autre adulte est vu comme intrusif et contrevenant aux lois, d'origine divine, de la maternité. Sauf bien sûr quand elle en a ras les couettes de se retrouver confinée à la nursery et qu'elle a subitement décidé de se libérer de ses entraves. Il faut ainsi porter son enfant comme un vulgaire kangourou, l'allaiter le plus longtemps possible, le garder dans sa tanière à l'abri de la société et, bien sûr, accoucher chez soi de façon naturelle. Exit les chiffres de la mortalité infantile et parturiente de notre histoire, raison pour lesquelles la médecine moderne est devenue moderne, exit du même coup les années de labeur des équipes pédiatriques qui ont voué leur vie à faire baisser drastiquement des chiffres qui ravageaient la vie familiale bien plus sûrement que la névrose féminine à la mode. Le corollaire de cette évolution est donc qu'on se retrouve seul avec cette angoisse, ce qui fait qu'on emmerde copieusement son entourage, et notamment le père, ou ce qui en tient lieu, ou son enfant, quand on a réussi à se débarrasser de tout le reste. Telle est la recette pour fabriquer des handicapés de la relation sociale, tout en pleurnichant sur le dénouement du lien, lui aussi social. Ah tiens. Ce qui n'empêche pas de continuer à raconter que la perte d'un ou plusieurs enfants ne coûte pas le même désespoir dans l'hémisphère sud que dans l'hémisphère nord, ou que nos arrière-grands-parents n'en faisaient pas autant cas que nous autres, humains modernisés. Le rappel à la nature féminine se marie donc sans façon avec beaucoup d'ineptie, comme le rappel à la nature, en général. Alors,
Il faut aussi compter dans ce livre des extraits beaucoup plus courts et incisifs, et c'est ce qui fait le charme de l'ouvrage d'ailleurs, comme par exemple vous avez une définition du mondain dans la section M que je vais vous lire très rapidement. Mondain, dit aussi salonnard. Notre époque en regorge, mais comme les salons ne sont plus en vogue, ils zonent plutôt sur les plateaux télévisuels ou radiophoniques. Parfois, effectivement, dans votre salon. Alors, un peu dans le même genre, vous avez toute une série de définitions extrêmement courtes. Par exemple, Noël, rencontre du troisième type, le fils. Point de départ pour le chemin de croix, et toute une série de malentendus tragiques. Toujours dans la section N, plus loin, vous avez névrose, drame de la culpabilité. Toujours dans la même section, nuit des temps, vrai passé, sans lune, sans chien, ni loup. Et donc vous avez, donc une alternance en fait entre des extraits du dictionnaire qui sont très argumentés, très fouillés, notamment un passage sur les couches moyennes supérieures et inférieures. Et puis vous avez comme ça disséminé dans l'ouvrage des définitions très, très concises, par exemple modernité, mépris pour l'ancien, comme honte de l'origine, fange des origines. Mérite. Le mérite n'a absolument rien à faire avec l'histoire. Et voilà, vous avez plein de définitions de ce type-là. Je vais lire celle-ci aussi qui est très réussie, je trouve. Képi, dans la section K. Sorte de cylindre que les militaires français se mettaient sur le crâne à partir d'un certain grade. Curieusement, cet objet typiquement français, à tel point qu'il servait de marqueur de francité dans les films américains, a un nom très peu français. Il commence même par une lettre dont notre alphabet aurait pu se passer, puisqu'il ne sert qu'à écrire des mots d'origine manifestement étrangère, et qu'on aurait d'ailleurs pu écrire facilement avec QU, comme on l'a fait pour quiche. Voilà, donc vous voyez, il y a une drôlerie et une finesse maîtrisée. Donc je vais juste terminer avec deux petits derniers. Pauvre, que le pauvre produise de la valeur ou non ne change rien à sa condition. Et enfin, permaculture, donc là on est dans la section P. Mode de production agricole qui renonce au labour et abandonne le labeur aux mauvaises herbes, aux vers de terre et aux insectes, esclaves pour de bon. Le permaculteur peut consacrer son temps ainsi libéré à inonder les réseaux sociaux de ses angoisses, comme n'importe quel être humain moderne normal. Oui, et vraiment pour conclure définitivement, je voudrais vous lire l'article d'Edmond Janssen sur le néokantisme, qui porte en fait sur l'analyse clouscardienne du néokantisme, le néokantisme comme concept d'analyse de l'idéologie dominante, disons. Simplement pour vous montrer que dans cet ouvrage, les auteurs sont tout de même capables d'une vraie densité philosophique, en plus de la finesse littéraire et la drôlerie dont j'ai essayé de vous donner un aperçu. Alors, néokantisme. Les 4 composantes du néokantisme sont, pour Kluskar, à la truelle, donation de sens selon l'antéprédicatif, avant le langage, l'histoire, la technique, etc., retour réactionnaire à l'authenticité de l'être, avant l'histoire, la praxis, etc., Heidegger, ou bien négation de l'histoire par l'idéologie de l'invariance des structures, Lévi-Strauss. Dans les deux cas, existe le progrès social, du coup, avantageusement invalidé. Deuxième composante. Donation de sens selon le signifiant, négation, forclusion du signifié, du producteur, Lacan, etc. Les significations ne viendraient pas du travail, mais autoréférentiellement et tautologiquement du langage. Cachez ce producteur que je ne saurais voir. Troisième composante du néokantisme, dichotomie noumen-phénomène, Kant. Constat d'inintelligibilité sociale d'un monde écartelé entre un noumen, transcendance, sujet transcendantal, etc., qu'on ne peut connaître et un accès seulement au phénomène à travers nos lunettes, ce qui est a priori suffisant pour faire marcher les usines du capitalisme ascensionnel, positivisme, mais pas pour avoir les clés de la compréhension globale du social. Les masses sont bien gardées.
Quatrième et dernière composante du néokantisme, dichotomie, formalisme, empirisme, exemplifiée par le tandem Bourdieu-Baudrillard d'après Kluskar, variante post-kantienne, néokantisme du troisième critère, soit un découpage du savoir en études de champs disjoints qui interdisent l'intelligibilité de l'ensemble, Bourdieu, soit la loi formelle généralisante sans jamais condescendre au concret, Baudrillard. Et la lutte des classes dans tout ça, inintelligibilité du monde social garantie par ce néo-kantisme. Donc voilà, je pense que je vais terminer là-dessus. Donc je vous encourage à vous procurer le dictionnaire arbitraire si jamais vous en avez l'occasion. Je vais mettre un lien de contact dans la description de la vidéo pour contacter l'auteur si jamais vous voulez l'acheter. Il coûte 10 € pour 380 pages, ce qui est plus qu'honnête. C'est tout à fait donné, et c'est d'autant plus donné que vous avez non seulement là un exercice de sincérité et de générosité, mais de qualité. Et quand enfin moi c'est le sentiment que j'ai eu en tout cas, c'est que quand vous refermez la dernière page du livre, quand vous la tournez, vous vous dites ouais, on s'est pas moqué de moi. En tant que lecteur, on s'est pas moqué de moi. Donc voilà, c'est un livre qui respecte son lecteur, même quand il est ironique, il sollicite l'intelligence de son lecteur, et ça se sent très profondément. Voilà, oui, aussi, il est fait mention vers la fin de l'ouvrage, je crois que c'est juste avant Vulcain, ça m'avait frappé comme détail, il est fait mention de Christian Riochet. Donc je vais mettre le lien de son blog dans la description de la vidéo. C'est un individu plus qu'original, il est assez unique à ma connaissance, parce que c'est quelqu'un qui est à cheval entre, si vous voulez, comment dire, l'exercice conceptuel marxiste-léniniste le plus rigoureux et le plus traditionnel et orthodoxe en un certain sens, et l'exercice poétique, littéraire, le plus fragmenté et explosif. Donc c'est quelqu'un d'assez désarçonnant, qui a malheureusement disparu en 2018, et donc que je vous encourage pour finir cette vidéo à découvrir, d'autant plus que la plupart de ses œuvres sont en disponibilité et gratuite sur son blog. Voilà, bon, moi j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis je vous laisse me dire dans l'espace des commentaires si vous souhaitez à l'avenir que je fasse des revues de ce type-là. Salut à tous!